Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Une cérémonie pour la mémoire en ce 8 mai, 74e anniversaire de la fin de la guerre mondiale. Comme chaque année, la France, sans oublier Mayotte, se rappelle, rend hommage aux milliers de civils victimes de cette guerre d'anéantissement. Quelles sont les familles politiques au sein du Parlement européen? On vous en parle ce soir à 18 jours du scrutin, le 26 mai prochain. Mieux comprendre le fonctionnement des instances, c'est aussi mieux comprendre les enjeux de ces élections. Le ramadan en famille, c'est le grand format de cette édition. Comment se déroule la journée du lever au coucher du soleil? Quels sont les rituels en ce mois sacré pour les musulmans? Sur quoi se reconcentrons-nous? On verra tout cela tout à l'heure. Et enfin, sur notre plateau, ce soir, nous recevons Arnaud Assoumani, champion paralympique. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. C'était un 8 mai 1945. Il y a 74 ans, l'Allemagne nazie capitulait. La fin de la Seconde Guerre mondiale avait sonné. Voilà la raison de cette journée fériée, une journée marquée par les commémorations, comme ici, place de la mairie à Dzaoudzi ce matin où se trouvait René Lataste et Géraldine, lui. L'Allemagne nazie capitule sans condition le 8 mai 1945. L'épilogue de plus de 5 ans de guerre qui provoqua la mort de 60 millions d'êtres humains, dont pour la première fois 2 tiers de civils. Chaque année, elle est commémorée selon un rituel immuable en présence des autorités élues, civiles et militaires. La guerre est gagnée, voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. La voix solennelle qui porte ce message dans l'après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940, incarne la France dans la guerre. Après tant de combats, de victimes et de destructions, le nazisme est abattu. C'est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la violence jusqu'à sa plus effrayante extrémité. Cette signature marque l'aboutissement d'immenses efforts pour écraser une idéologie qui broie la dignité humaine. L'Europe et la paix sont nées de ces sacrifices. Aujourd'hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l'ampleur du désastre humain et moral. Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-la. Parmi les participants des collégiens du K2 à Kaweni, ils sont venus avec leurs profs. On est venu ici le 11 novembre et c'est vrai que, mis à part en cours d'histoire, ça fait du bien de pouvoir partager ce genre de cérémonie avec des élèves et ça nous implique plus dans la situation de ce qui se passe aujourd'hui parce qu'il y en a plein, ils réalisent pas exactement ce qui se passe. Donc ça fait toujours du bien de pouvoir partager ça avec les gens. Je suis venue ici aujourd'hui et c'est pour honorer les héros qui nous ont sauvés ici parce que si c'était pas eux, on ne serait pas ici. Des jeunes qui portent la mémoire de l'histoire pour éviter qu'elle se répète. Je vous propose de revenir à présent sur ces violences survenues hier à l'entrée du centre de rétention administrative situé en Petite Terre. Il semblerait que ce ne soit pas un, mais 2 policiers qui ont été attaqués lors d'un mouvement de foule visant à bloquer le départ des bus transportant les étrangers reconduits à la frontière. Des barrages de plus en plus fréquents, semble-t-il. Aujourd'hui, un syndicat de police dénonce le sous-effectif au sein du CRA. Aldalidi Faroussi. Par peur de représailles, il préfère ne pas montrer son visage, juste donner son nom. L'homme est pourtant policier à la PAF. Mais hier, devant le centre de rétention, plusieurs individus n'ont pas hésité à s'en prendre physiquement à lui et aux forces de l'ordre afin d'empêcher les reconduites à la frontière du jour. Abdelaziz a été blessé en allant secourir un autre policier. Vous avez 2 autres individus qui viennent l'alpaguer, l'attraper, dont une personne qui tente de lui arracher son arme, donc une matraque télescopique, et une autre personne qui émet un geste d'étranglement et qui le met largement et grandement en difficulté. Donc suite à ça, je vois que ses camarades à l'extérieur sont aussi en difficulté avec d'autres personnes parce que vous avez une trentaine, quarantaine de personnes mécontentes. Face à peu près, vous aviez à peu près 3-4 policiers à terre. Donc j'ai pris l'initiative de sortir et de procéder à l'interpellation de l'individu qui était en train de l'étrangler et de plus aussi pour pouvoir dégager la route.
Pendant que son collègue se fait traîner par terre, Abdelaziz est piétiné par la foule et blessé aux pieds. Au même moment, d'autres policiers doivent gérer un début de rébellion dans les 2 bus bloqués. Un homme s'est jeté sous les roues de l'un des 2 véhicules. Forcément, à l'intérieur, ça crie, ça bouge. Et quand vous êtes 3 fonctionnaires à l'intérieur pour 35 personnes, c'est vraiment très très dangereux. Vous avez limite une émeute dans le bus, quoi. C'est souvent lors des missions d'éloignement. Les matins, vous avez les familles qui émettent des oppositions. Ils font des barrages, que ce soit au niveau de la PAF ou que ce soit au niveau du Quai Balou. Des reconduites en hausse et des tensions de plus en plus fréquentes avec les familles qui s'expliquent entre autres par ces chiffres de 600 à 700 reconduites par mois pour un objectif fixé cette année à 30 000 éloignements. Le tout géré par une quinzaine de policiers affectés au centre de rétention. Pour le syndicat Alternative Police, cela porte un nom, le laxisme sécuritaire. Et j'ajoute qu'en marge de ces événements hier au centre de rétention administrative, 2 personnes ont été interpellées. Place maintenant au grand format de ce mercredi soir, un grand format dans lequel nous nous plongeons. Nous sommes en immersion dans une famille mahoraise de Chiconi, une immersion d'une journée afin de partager, notamment avec les non-musulmans, non-pratiquants, une journée type de Ramadan, un mois pendant lequel religion, organisation et esprit familial vont de pair. Kalatoum Abdilhadi, Atoumani Simba. Il est 5 heures du matin. Hidaya effectue la vaisselle du dernier repas d'avant le lever du jour. Dernier rangement avant le départ vers Mamoudzou pour le travail. Elle ne sera de retour que dans l'après-midi. Pendant le ramadan, on embauche plus tôt et on sort plus tôt aussi. Si tu n'as pas de voiture, tu prends le taxi de 5h ou 6h30. Comme ça, tu arrives plus tôt au travail, vers 7h. Hidaya, mère de 3 enfants, est une chanceuse. Elle habite une même cour que sa mère, ses sœurs et ses nièces. À son absence, ces dernières vont commencer à cuisiner le foutour, le repas de la coupure du jeûne. À chaque ramadan, une organisation économique et conviviale est mise en place par cette famille. On cuisine beaucoup de choses. Normalement, une seule famille, par exemple, on est 4. Moi, par exemple, je veux du pilao. Ma soeur, elle veut du riz de coco ou banane au coco. Donc, ça fait beaucoup. Dans la cuisine, le moukarfanin cuit doucement. Ce gâteau traditionnel fait de galettes de riz et de coco exige de la patience et des produits de qualité pour Zainaba, la tante de Ousnati. Je préfère le coco de Mayotte parce que c'est meilleur en goût. Les cocos en boîte ont toujours des odeurs bizarres, donc je préfère ces cocos, c'est mieux. Dehors, Fatima, sa fille, avance avec les sambossas sous le regard de ses apprentis. Après un temps d'observation, Zara imite sa tante Fatima et plie son premier sambossa. 5 générations se côtoient dans cette cour. Ndinsiradji, la doyenne de la famille, apprécie ce moment. Elle a su préserver une convivialité qui lui rappelle un temps révolu. Avant, ça se passait comme ça quand on habitait ensemble. Si tu vis loin des autres membres de ta famille, pendant le ramadan, tu manges juste avec ton mari et tes enfants. Là, on mélange ce qui se faisait avant avec la vie actuelle. On mange tous ensemble à chaque ramadan. Hidaya rentre du travail quand tout est prêt pour le fourneau. Si je n'avais pas ma famille, je serais en train de commencer à cuisiner, faire les bananes, la viande, le gâteau. Ça aurait été impossible. Sandati est fonctionnaire de police, mais pour ce mois sacré des musulmans, elle a troqué l'uniforme pour son rôle de mère. Je pose mes congés pendant le ramadan pour m'occuper de mes enfants et préparer à manger
pour ma famille. C'est très important pour moi d'être là pour ma famille. Et je ne peux pas rater ce moment de convivialité, et là où il y a tout le monde, c'est vraiment, je ne peux pas rater ça. C'est très important pour moi. Alors que les différents plats cuisent dans toutes les maisons de la famille, Saïd, le mari de Sandati, rentre du travail. Le temps de se poser quelques instants, c'est déjà le coucher du soleil. Première gorgée d'eau pour tous les musulmans de Mayotte à cette même heure. Saïd va se prosterner devant Allah avant d'aller manger. C'est dans une ambiance chaleureuse que toute la famille se retrouve pour leur premier repas de la journée. Nindi Siraj n'en demande pas plus. Je prie pour que ça ne change jamais, qu'on soit toujours ainsi réunis avec mes gendres, les maris de mes petites filles. Que les enfants crient dans tous les sens, ça fait plaisir. Que Dieu agrandisse encore plus notre famille. Les hommes de la famille profitent pleinement aussi de ce mois exceptionnel. On ressent vraiment l'esprit de famille. On est unis et on prie pour que cela ne change pas. On montre un petit peu l'image de ce qui s'est passé avant. Et puis en ce moment, comme tout le monde repartit à droite à gauche, c'est là où on le voit tous ensemble, les jeunes qui sont là, les enfants ils sont là, donc tous ils sont trop contents d'être là. Retour à la mosquée pour le Tarawih. Ainsi s'achève ce premier jour de Ramadan 2019. Et voilà pour ce grand format à revoir sur nos réseaux sociaux. Dans le reste de l'actualité, plus que 18 jours avant les européennes en France, au ministère de l'Intérieur, 33 listes ont été déposées pour ces élections, soit 2607 candidats potentiels pour siéger dans les différents groupes du Parlement européen, c'est-à-dire les familles politiques que nous détaille Bernard Vell. Comme tout parlement, le Parlement européen est organisé en groupes politiques. Les députés ne se regroupent pas sous leur bannière nationale, mais selon leur étiquette. Pour créer un groupe, il faut réunir un minimum de 25 parlementaires provenant de 7 pays différents. En 2014, la droite traditionnelle avait eu le plus d'élus, 221 sur 751, réunis dans le groupe PPE. 191 élus pour le groupe SED, ce sont les sociaux-démocrates. Les libéraux, les Verts, l'extrême gauche ont chacun un groupe de plus de 50 élus. À droite, 3 groupes conservateurs, nationalistes ou eurosceptiques, comptaient au total 140 députés. En France, en 2014, le Front National avait largement gagné les élections en obtenant 24 des 74 sièges. L'UMP, aujourd'hui les Républicains, avait 20 élus, le PS 13, les centristes en avaient 7 et ils accueilleront cette fois-ci les candidats La République En Marche. Dans toute l'Europe, on prévoit un recul des groupes PPE et socialistes et une percée de l'extrême droite, notamment en Allemagne, en Italie et en Espagne. Les élections européennes, ces enjeux à Mayotte et pour Mayotte, il en est question ce soir dans votre émission Kalawadala présentée par Miss Baoudine Bakar qui reçoit pour l'occasion Abdul Doukaini pour les LR, Saïd Ali Bouanamissi du Rassemblement National et enfin Amina Hariti pour la République En Marche. Kalawadala, émission débat à suivre donc à partir de 20h. Play International, voilà un nom qui ne vous dit peut-être rien ou pas grand-chose. Et pourtant, cette ONG est à l'origine des manifestations sportives qui ont eu lieu hier à l'abattoir en Petite Terre avec des scolaires. L'ONG utilise le sport en effet pour sensibiliser la jeunesse sur des thématiques comme l'égalité des sexes par exemple. Et l'athlète Arnaud Assoumani que nous recevons ce soir est l'ambassadeur de cette ONG. Avant de faire connaissance avec lui, je vous propose ce reportage d'Anliad Bonaïssa et Assadi Lazafiteno.
C'est une journée dédiée à la sensibilisation à l'égalité des sexes et au changement de regard à la situation de handicap, avec la participation des jeunes scolaires de Pamandzi et l'abattoir. Les jeunes de l'abattoir ont choisi l'égalité filles-garçons et ceux de Pamandzi le changement de regard sur le handicap. À l'initiative de l'ONG Play International implantée dans le département depuis 1 an, ces diverses activités et animations issues de la méthode de Playdagogie ont conquis les jeunes. On a fait du relais, le premier on avait fait normal et après en deuxième on avait fait de pas regarder et le troisième on a fait accroche-pattes. Le premier, les attaquants ils devaient prendre les plots et les mettre dans le camp adverse pour gagner des points. Et la défense, elle devait toucher la personne avec un plot qui voulait mettre les plots dans notre camp. Même c'est un sport qui nous emmène, qui nous apprend que même si on est handicapé, nous pouvons faire des sports. Cette méthode pédagogique active et participative qui permet de travailler avec les enfants autour de jeux sportifs pour travailler sur le vivre ensemble et notamment aujourd'hui c'était travailler sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Cette pédagogie chère à l'association permet aux enfants de faire du sport mais aussi de travailler sur le changement de regard sur le handicap, à lutter contre les discriminations et les violences entre autres. Et l'athlète Arnaud Assoumani accompagne l'ONG dans ces manifestations. C'est un grand athlète, donc ça permet pour nous de porter aussi les valeurs du sport. Et puis en parallèle, voilà, lui, il est athlète paralympique, donc travailler avec Arnaud sur les notions autour du changement de regard sur le handicap, sur les déficiences et la situation de handicap, c'était vraiment pour nous très important. Déjà, des animateurs des communes de Bandrabois et Chirongi ont été formés, à l'instar de ceux de Petite-Terre, à ces séances de pédagogie. Le projet continue dans les autres communes. Et bonsoir Arnaud Assoumani. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes athlète de haut niveau, quintuple médaillé aux Jeux paralympiques. Qu'est-ce que peu de gens, peu de jeunes connaissent ici finalement à Mayotte? Quel accueil avez-vous reçu de ces jeunes? Et surtout, comment avez-vous vécu cette journée d'échange hier? Alors déjà j'ai reçu un superbe accueil et on a reçu un superbe accueil avec Play International et toutes les personnes qui s'occupent justement d'animer ces séances de pédagogie. Il y a une énergie de dingue en fait, on le voit, la jeunesse mahoraise vit et a réellement envie de pouvoir faire diverses activités et le sport est un magnifique outil, un magnifique moyen d'éducation et donc Play justement à travers des jeux ludiques. Ensuite, un temps un peu plus symbolique et aussi un temps de débat, cette méthode pédagogie fait passer des valeurs positives de vivre ensemble. Et là, on est sur Mayotte, on est un peu plus concentré sur l'égalité filles-garçons. Et également, les enfants peuvent apprendre un peu plus sur le droit des femmes, par exemple, et l'histoire qu'il y a eu. Les enfants apprennent également, on l'a dit dans le reportage, à changer de regard. Vous, votre handicap, vous en parlez sur votre site notamment lorsque vous dites que être né sans avant-bras gauche, ce n'est pas ce qui vous caractérise le plus, mais c'est ainsi que certains vous définissent, à savoir métis, originaire de la banlieue, cheveux longs et handicapé. Et juste après, vous ajoutez légèrement réducteur, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas être trop dur avec vous-même finalement? Mais c'est surtout que je tourne ça un petit peu à la dérision et à l'ironie. Je suis pas du tout dur avec moi-même parce que c'est pas l'image que j'ai de moi-même et c'est pas l'image que mon entourage a de moi-même ou que Play International par exemple a, mais plus les choses qu'on peut réellement faire, nos compétences, nos champs d'action et l'énergie qui est un potentiel qu'on peut justement développer. Donc à ce niveau-là, pour moi c'est très important à titre personnel justement de pouvoir casser les clichés, les stéréotypes sur la différence de manière générale, quelle qu'elle soit. Et donc c'est pour ça que par exemple avec Play, on se retrouve complètement sur ces valeurs et sur cette méthode. Alors vous, l'athlétisme, vous avez découvert ça très jeune, à l'âge de 11 ans et depuis le saut rythme votre vie avec ses hauts, ses bas. Vous dites que vous vivez tout ça vraiment pleinement parce que la vie à haut niveau ne dure pas. Ça aussi, vous le dites aux jeunes, c'est un message que vous voulez faire passer. Est-ce que ça veut dire finalement derrière que Arnaud Assoumani se prépare déjà à l'après Tokyo 2020 notamment? Alors, il y a plusieurs choses. Oui. C'est vrai que le message que j'essaye de faire passer aux jeunes, alors c'est pas forcément devenez des sportifs de haut niveau.
c'est plutôt réaliser vos rêves. Et justement, je leur pose des questions, quels sont vos rêves? Et je partage avec eux le mien, qui était à l'âge de 5 ans, de faire les Jeux Olympiques. Voilà. Et du saut en longueur. Pourquoi? J'en sais rien. Il y avait une esthétique, il y avait quelque chose qui m'avait touché. Mais chaque enfant a un rêve. Et c'est vrai qu'on peut avoir énormément de barrières différentes liées justement à l'éducation, à la société ou autres, des freins financiers. Et c'est important déjà qu'ils aient ça en tête. Et donc après, c'est aussi justement leur dire que des choses négatives, des freins qu'ils peuvent entendre sont faux. En réalité, ils peuvent y arriver. Donc ce message-là est très important et c'est important d'être dans quelque chose de positif et constructif. Et est-ce que finalement, vous, après, vous préparez déjà autre chose? Parce que j'ai vu que vous étiez monteur vidéo de formation. Oui. Donc après le paralympisme, après les Jeux, vous vous préparez à quelque chose en particulier ou vous vous dites on y va, on verra, on vit l'instant présent? En fait, j'ai l'impression d'avoir préparé tout au long de ma carrière déjà l'après, même avant même d'avoir commencé une carrière, parce que jamais j'aurais imaginé pouvoir vivre de mon sport. Donc j'ai fait des études de montage vidéo, j'ai fait des études à Sciences Po Paris également. Je fais des conférences, j'interviens en école, je travaille avec des associations. Alors ce que je voulais dire, c'est que je suis un des ambassadeurs de Play International. Il y a plein d'ambassadeurs en France et un peu partout dans le monde également. Et puis aussi, autre chose qui me lie complètement avec ce projet, c'est que je suis d'origine comorienne. J'ai de la famille à Mayotte, à Anjouan et à la Grande Comore. Et donc ce projet est très important également. Donc Play International développe, a déjà formé 200 professeurs et animateurs et 3000 enfants ont été sensibilisés. Mais le but aussi, c'est de pouvoir développer l'action aux Comores et ensuite de pouvoir créer un pont entre les îles grâce au sport. Merci beaucoup Arnaud Assoumani d'être venu ce soir sur ce plateau. Ça a été vraiment un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Et c'est avec vous justement que nous refermons cette édition. Avant de nous quitter, je vous rappelle les commémorations du 8 mai à travers toutes les places de France, comme ici ce matin à Dzaoudi. Cérémonie présidée par le préfet Dominique Sorin. 8 mai 45, date historique, capitulation de l'Allemagne nazie, fin de la Seconde Guerre mondiale. Un devoir de mémoire nécessaire donc pour que le monde ne retombe pas dans ces faces sombres de l'histoire. Merci de votre attention. Demain, en radio, dès 7h15, retrouvez dans votre émission Zakweli, le député Mansour Kamardine, l'invité de Toufeili Andjilani. Mais tout de suite, c'est Darwesh Daou pour le journal en Moré. Excellente soirée à vous et à demain.